Alors, et ces rebelotes, nous continuons, comme vous pouvez bien vous en douter, autour de cette table ronde, comme vous pouvez le constater, à parler, discuter du développement durable. Non, je me suis trompée, pas de développement durable, mais aussi de l'engagement. Alors l'année dernière, c'était le changement, donc c'est pour ça. Donc on est dans la continuité des mots en. Donc le changement, l'engagement, on a vu le développement des villes, le mot management est sorti. On ne sait pas l'année prochaine quel mot va sortir. Est-ce que ce sera un mot en ans, en ude? On était bien dans la ludique attitude avec le journal de l'Orco aussi. Bref, donc 6 communicants d'horizons variés, d'activités variées vont débattre des facettes et des problématiques du communicant engagé, à commencer par Anne-Marie Barrero, coach en communication, leadership et management, Thierry Brassac, directeur du service culture scientifique de l'Université de Montpellier, Jean Brunel, directeur de cabinet au Conseil départemental de l'Aude, Martine de Chavannes, chargée de communication au CHU de Montpellier, Laurent Fasson, coach professionnel et coordinateur du pôle d'accompagnement professionnel et social du CHRU de Montpellier, et enfin Caroline, last but not least, Caroline Imbert, cofondatrice de Cheeseburger Games, c'est un studio de création vidéo ludique. Alors, je vous propose d'entrer vite dans le débat, et ce qui donnera l'occasion des communicants de développer leurs activités et leurs engagements à partir d'une première question que je vais progressivement amener. Alors, nous avons bien vu que l'engagement ne peut se décréter, l'engagement, on ne peut pas l'obtenir par injonction, à moins de procéder au 49.3, mais c'est peut-être un peu... Voilà. La persuasion et l'argumentation sont des moyens qui sont parfois limités. Il y a toujours, en relation avec l'engagement, comme Christa Pellissier vient de le montrer, la notion de liberté, la notion d'incertitude, la notion de choix, en tout cas l'impression d'être libre et d'avoir à choisir, le sentiment d'être libre et d'avoir à choisir, il y a toujours ces éléments-là, et c'est ça qui donne peut-être aussi la valeur à l'engagement. Mais alors, à vous, communicants, qui vous engagez à amener vos parties prenantes à vous engager, quels seraient alors pour vous les points d'appui, les points de repère qui, selon vous, seraient les plus importants pour amener vos publics, vos partenaires, qui sont parfois aussi concurrents, vos collègues, etc., à s'engager. Alors là, je ne vais pas me référer à Françoise Bernard, parce qu'elle a déjà été abordée largement par Christa Pellissier, ainsi que Beauvois et Joule. Je vais me référer à Laurent Thévenot, et je vais vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous auriez privilégié, est-ce que vous voulez privilégier la construction d'un milieu dans lequel chacun se sente bien, se sente à l'aise, se sente chez soi, se sente un peu chez nous,
un peu beaucoup chez nous, un milieu dans lequel on ne se bagarre pas avec les objets, un milieu dans lequel les objets ne nous résistent plus. Hein, c'est pas le logiciel qui bug tout le temps. Hein, un objet dans lequel il y a du lien, de la bienveillance et de l'aisance surtout, et qui nous procure un sentiment de compétence, un sentiment d'utilité, un sentiment d'être reconnu. Alors évidemment, c'est pas toujours facile quand la communauté est constituée de 3653 personnes. Donc c'est une première question que je vous pose. Ou alors, allez-vous œuvrer pour encourager des initiatives, des projets, des négociations, des contrats, des chartes de qualité, tout un ensemble de bases, de règles qui donnent des assises, qui sécurisent, qui stabilisent et qui donnent de l'élan pour pouvoir s'engager, hein, et qui sécurisent, hein, les moyens de s'engager. Ou enfin, trouvez-vous plus important de maintenir et de développer des espaces dans lesquels des valeurs, même divergentes, peuvent s'exprimer, peuvent se discuter, afin de trouver des compromis de développement plus durable, dans des biens communs, peut-être éventuellement un peu durables. Voilà, je vous pose la question à vous tous. Voilà, mais je vous laisse... Je vous laisse choisir évidemment quelle forme d'engagement, voilà, vous semble le plus important de privilégier en termes de, voilà, de ce qui vous, évidemment en relation avec les personnes que vous voulez amener à s'engager. Hein. Qui veut commencer? Je reconnais Catherine, ma camarade d'université. Si j'avais eu le texte de Monsieur Thévenot, c'est ça, j'aurais pu y réfléchir un petit peu avant. Mais ce qui me vient spontanément, moi qui suis coach professionnel depuis une dizaine d'années, c'est deux choses. La première, c'est la création d'une charte dans un groupe de travail. Une charte qui permet de poser des règles ou en tout cas des principes auxquels tout le monde adhère. Et en entretien individuel de coaching, il y a ce qu'on appelle la convention de coaching où la personne s'engage sur des responsabilités, la personne et le coach aussi s'engagent sur des responsabilités respectives. Donc ces deux choses créent ce qu'on appelle une alliance, c'est-à-dire une relation avec la personne qui est accompagnée et qui donc va du coup se sentir sécurisée et dans une ambiance donc agréable où elle va pouvoir donc commencer à travailler. Ça c'est le premier point, hein, la création de la relation. Et le deuxième point qui me vient, c'est la question mobilisatrice et la question puissante. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me motive beaucoup en tant que coach, c'est-à-dire que je réfléchis tout le temps à quelle est la question puissante que je vais poser à mon interlocuteur et qui va le mobiliser suffisamment pour permettre l'engagement. Je dirais que c'est ce qui me motive, c'est le leitmotiv de tout mon travail. C'est-à-dire de connaître suffisamment la personne ou le groupe que j'ai en face de moi, de connaître son système et son mode de fonctionnement, et puis de me demander comment je peux, par une question, le mobiliser, et de ce fait, le rendre engagé dans la relation de coaching pour lui permettre un changement ou une transition. Voilà. Tout de suite, comme ça sera fait. En plus, j'ai plein d'étudiants que j'ai qui me scrutent là. C'est intéressant. Ouais, déjà, je vais dire que les étudiants que j'ai en stage ont dépassé le maître. Donc ça va. J'ai trouvé que ce qu'ils avaient fait était
intéressant aujourd'hui. Une fois que j'ai dit ça, moi je travaille au CHU de Montpellier, donc c'est le centre hospitalier universitaire. Et j'ai essayé d'écouter les 3 questions, qui, à mon avis, sont mêlées. C'est-à-dire qu'on peut répondre ces trois postulats auxquels on peut adhérer. Pour ce qui concerne l'hôpital, c'est un monde de personnes engagées, à la base. Parce que c'est un monde de valeurs qui sont très prégnantes dans le travail. Du coup, moi je voulais réagir sur la communication interne que je mène avec ces personnels, parce que, si vous voulez, à la base, ces personnels qui sont des soignants, en tout genre, parce qu'il y a 150 métiers représentés sur l'hôpital, donc c'est énorme, mais je vais parler des principaux métiers, médecins, infirmiers, aides-soignants. Ceux-là sont déjà engagés. Alors, jusqu'à un certain temps, on parlait de vocation. On n'en parle plus, parce que à l'heure actuelle, ça a un petit peu bougé au niveau des mentalités. Mais quand même, on reste sur un domaine de valeurs. Le don, le respect, la relation d'aide, des choses comme ça qui sont très fortes et qui sont motrices, des choses motrices. Donc, ce que je voulais dire, moi, sur tout ça, c'est qu'en effet, il y a aussi ce côté maison, appartenance à une maison, à un corps de métier, à ces valeurs donc, qui sont partagées par tous les soignants. Et en fouillant un peu, parce que je n'ai pas voulu arriver comme ça aujourd'hui, je me suis aperçue que le mot engagement, quelque part, il y avait des mots qui tournaient autour de l'engagement. On a parlé de liberté, mais on n'a pas trop parlé du sens. Et je pense que c'est hyper important de s'engager s'il y a un sens. Et aussi, j'ai trouvé, en fouillant comme ça sur Internet, que le mot engagement en anglais, c'était fiançailles. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que du coup, on peut parler d'amour aussi. On peut parler d'amour dans l'engagement, de liberté, du couple, de pourquoi on va quelque part, pourquoi on s'investit, voilà. Et au niveau des soignants, il y a cet amour qui ressort quand même, très souvent. L'amour de l'autre et l'amour du patient pour celui qui lui apporte du réconfort. Donc une fois que j'ai dit ça, les mentalités changent et les systèmes organisationnels hospitaliers aussi. Et ce qui ressort à l'heure actuelle, c'est une souffrance quand même due, si vous voulez, à des valeurs qui se heurtent maintenant à des modes de management un peu différents de ce qu'il y avait par le passé. Et dans les modes de management qu'on a à l'heure actuelle sur l'hôpital, on a des mots-clés que j'ai repérés. On parle maintenant de performance, d'efficience, de rentabilité, de rationalisation des méthodes de travail, d'équilibre budgétaire. Tous ces mots sont apparus depuis une dizaine d'années dans le milieu hospitalier. Et moi, je me suis dit, mais comment associer ces mots entre eux, les marier? Donc on retrouve cette alliance aussi. Comment on marie l'écoute à la performance? Comment on marie le don à l'équilibre budgétaire? Comment on marie la relation d'aide avec la rationalisation du temps? Ce qui veut dire qu'on est dans des injonctions paradoxales en permanence. Le soignant, à l'heure actuelle, est dans une injonction paradoxale permanente qui lui fait perdre de son engagement, ou en tout cas qui lui fait perdre du sens, puisque pour donner, il faut du temps, pour écouter aussi, pour faire un bon geste, il faut s'engager plus que 5 minutes vis-à-vis du patient. Donc, le communicant se pose toutes ces questions. Comment on fait pour ranimer cette flamme qui est en train de se perdre un petit peu? Comment on fait pour accompagner des gens, ou enfin en tout cas leur expliquer que les méthodes ont changé et qu'il faut qu'ils s'adaptent? Comment on fait que cette grande maison, on est 12 000, on trouve un sens et on aille dans la même direction? Comment on motive? Enfin voilà. Et du coup, ça m'amène, j'ai bientôt fini, à
à dire qu'à l'heure actuelle, le communicant a tout intérêt à travailler avec les ressources humaines. Je vais vite, hein, parce que sinon je pourrais vous faire tout un débat là-dessus. Mais toujours est-il que, si vous voulez, moi, en tant que communicant, depuis longtemps, je me suis aperçue du cheminement qu'il fallait faire. Et le communicant n'est plus tout seul à communiquer. Il faut absolument que le manager soit au milieu de la communication et qu'il montre, si vous voulez, une image. L'image de ce qu'il veut que le personnel voit, et que cette image soit engageante et porte le personnel vers un même objectif. Donc pour tout ça, on a énormément de choses à faire en communication, puisqu'il faut décloisonner, rentrer dans la transparence, et il faut aussi valoriser les gens qui travaillent dans cette entreprise et les amener à réfléchir autrement, et à ne pas croire qu'ils perdent du sens si on leur demande de travailler plus vite, ou avec moins de personnel, ou avec... Voilà. Donc tout ça est une problématique qui vient d'arriver depuis quelque temps sur l'hôpital, et en tant que communicante, ça me donne beaucoup de travail, et c'est bien, et ça permet aussi aux étudiants de réfléchir là-dessus, puisque je les sollicite beaucoup. Donc voilà ce que j'aurais à dire pour répondre à M. Thévenot là. Donc on est une grande maison, il faut du sens, il faut de l'alliance, il faut du confort au travail. Maintenant on parle de qualité de vie au travail, hein. C'est le nouveau terme à la mode. Donc c'est très important d'arriver à ce que nos managers soient les images de tout ça et portent le message. Le communicant ne peut plus le porter tout seul. Si moi je fais une super vitrine et que derrière ça ne suit pas en termes de management, c'est plus la peine d'exister à l'heure actuelle. J'ai connu une communication plus facile à faire, hein, mais à l'heure actuelle elle est compliquée parce qu'il faut engager. C'est très marrant d'avoir ce terme-là cette année parce que ça fait beaucoup écho avec le travail qu'on fait en communication sur l'hôpital. Donc voilà, alors après, si je parle vite fait des outils de communication, mais ça, vous les connaissez. Donc décloisonner, rendre transparent, tout ça. Les outils qu'on peut avoir à l'heure actuelle, c'est évidemment les réseaux sociaux, parce que je pense qu'aujourd'hui, un bon manager doit ouvrir les réseaux sociaux à ses employés, parce qu'il faut absolument qu'ils parlent et qu'ils s'expriment et qu'ils disent ce qu'ils vivent, sans qu'il y ait une espèce de censure. C'est par le réseau social et par le dialogue qu'on va arriver à savoir où on veut aller et où on veut faire aller les gens. Donc création de réseaux sociaux d'entreprise, hein, pas forcément Facebook et compagnie, hein, de forums à l'intérieur, et de réseaux collaboratifs où on va mettre à disposition de tout le monde de l'information. Alors le MOOC m'a intéressé, j'aime pas MOOC, je préfère MOOC. Ou Spock, on m'a bien plus Spock. Donc là aussi, allons vers ça, parce que ce sont les nouveaux outils de communication et ça permet un espace de liberté qui n'était pas donné par les outils habituels. C'est important. Et puis là, nous, on essaie de réfléchir aussi pour faire des familles. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellé ce que disait ce monsieur, c'est que si vous voulez, des familles de gens qui font le même métier dans l'hôpital. Et là, on va créer une soirée cadre. On va commencer par les cadres de proximité. Et ces cadres-là, on va les réunir pour faire une espèce de fête entre nous, un peu informelle, enfin on l'espère en tout cas. Et où on va leur demander de se rencontrer, de faire un peu de speed dating pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils sachent ce que fait l'autre, qu'ils échangent et qu'en sortant de cette soirée, ils aient envie de continuer à communiquer entre eux sur leurs problématiques qui sont à peu près les mêmes de partout. Donc pour refaire la boucle sur les fiançailles et sur l'amour, je trouve ça intéressant de finir comme ça, je vous pose une question. Est-ce que le communicant d'aujourd'hui n'est pas un wedding planner? Voilà, je finirai comme ça. Merci. Qui veut peut-être Donc, bonjour, Laurent Facon. Je travaille dans le même établissement que Martine, à
direction des ressources humaines et je coordonne un pôle qui est dédié à l'accompagnement professionnel et social des agents hospitaliers. L'engagement à l'hôpital, Martine en a parlé, pour le résumer, c'est le patient. 153 métiers, soignants, techniques, logistiques. Au final, l'action de chacun sera dédiée au patient. Ça l'est toujours, c'est toujours vrai, sauf que, pour aller un peu plus dans le détail, depuis 4-5 ans, contraintes budgétaires, économiques, restructuration, gel de poste, j'aurais dû venir l'année dernière sur l'accompagnement au changement. Des gels de poste, ce qui équivaut à un plan social dans le secteur privé, donc pour la plupart des personnes impactées, une disparition d'un métier. Donc là, je regarde ma collègue coach. Alors moi, je suis certifié coach, mais je ne suis pas coach interne parce que dans le cadre de ma pratique, je n'ai pas d'extériorité politique ni cognitive, ce qui pourrait me mettre en difficulté, les agents aussi, dans certains accompagnements. Donc j'utilise le coaching sur des situations individuelles où on peut travailler le sens, la transition, et vraiment potentialiser les personnes, faire reprendre confiance, pour résumer. Mais aujourd'hui, voilà, on a des personnes donc, qui étaient engagées. On leur dit maintenant, par exemple, pour être concret, je vais essayer d'être concret et assez synthétique, tout ce qui était transport logistique. Je vais sortir de la filière soignante volontairement, justement, pour montrer qu'à l'hôpital aussi, chacun a une importance et une utilité. Les chauffeurs, ceux qui sont chargés, par exemple, de cheminer le linge à la blanchisserie, le linge sale, le linge propre, livraison des repas. 38 chauffeurs, 38 jets de poste, la mission a été confiée à une société privée. Là, il y a eu un impact identitaire fort sur chacun de ces individus et un désengagement. Du jour au lendemain, qui suis-je? À quoi je sers? Je suis si mauvais que ça. Donc, nous, la question qui se pose depuis 4 ans au sein de l'établissement, c'est comment maintenir, voire même rétablir l'engagement. Alors, pour faire un lien avec la communication, on travaille de plus en plus avec Martine, et c'est vrai que l'ADRH et la direction de la com sont plus que partenaires. Il y a tout un travail de revalorisation des professions. Je vais prendre par exemple ce qu'on appelle les agents de service hospitalier, ces personnes qui font le ménage. On peut résumer cette action à elles ne font que le ménage, mais non, si elles ne font pas ce qu'on appelle plutôt du bio-nettoyage, on ne peut pas mettre un patient dans une chambre. Donc ça, c'est équivaut à un soin. Martine, je parle sous ton contrôle, tu connais la maison du plan. Il y a un travail de revalorisation à ce niveau-là, et puis aussi redonner un sens en mettant en exergue les compétences acquises jusqu'alors sur un poste qui a disparu pour pouvoir les transposer sur autre chose. Aujourd'hui, on est sur un projet de création de groupes de parole, on peut plutôt dire de groupes d'expression, où chaque personne qui a subi, enfin je mets des guillemets, parce que pour certains, on ne va pas non plus dresser un tableau là, pour certaines personnes, ces chefs de poste ont été une opportunité de rebondir et de relancer leur carrière aussi sur d'autres choses, mais où chacun puisse venir, discuter, se reconnaître à travers l'autre, en disant je ne suis pas seul au sein de l'institution, et surtout l'institution ne me lâche pas. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Thomas, vas-y. Moi, je vais vous raconter un peu ce que c'est mon métier, ce que c'est la grosse machine universitaire dans laquelle je travaille actuellement. Et parce que je pense que l'engagement, c'est un peu au cœur de mon métier, qui est le métier de médiateur scientifique. Donc moi, j'ai fait des sciences dans ma vie, et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était plus intéressant d'en parler que d'en faire. Parce que quand on en parlait, on pouvait avoir la possibilité d'avoir un champ d'investigation qui était plus large que quand on faisait réellement de la recherche. Donc ça, c'est parce que ça me convenait personnellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon métier, c'est médiateur scientifique. Ce n'est pas chargé de communication. C'est-à-dire que quand je veux parler, par exemple, du virus du sida, par exemple, avec du public, ce qui m'importe, c'est pas quelle est l'appartenance ou le logo de la personne qui va venir parler. Ce qui m'importe, c'est que les intervenants qui vont venir auront une complémentarité entre eux
Et on peut mettre des sociologues avec des gens qui travaillent sur l'épidémiologie, qui discutent entre eux. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comment dire, on est dans une université, vous devez le savoir, qui est toute jeune, et qui, en fait, il y a eu, il y a 2 ans, j'ai travaillé dans une structure qui s'appelait l'Université de Montpellier 2, qui avait un périmètre qui était assez bien défini. Et je commençais à avoir un petit peu mon réseau de scientifiques motivés et engagés qui considéraient que c'était important pour eux de prendre du temps pour aller discuter avec le public des avancées de la recherche, de ce qu'ils faisaient dans leur laboratoire. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la notion d'engagement ici, moi je la souligne au stabilo et je l'entoure 3 fois en rouge, parce qu'un chercheur, dans sa carrière, ça ne lui rapporte absolument rien de faire de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que ça commence à changer, mais on va dire qu'il y a quelques années, c'était même plutôt contre-productif. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un peu la réputation de les gens qui sont un peu placardisés dans la recherche, ils font de la communication, quoi. D'accord. Maintenant, c'est plus vrai. C'est montrer que les chercheurs qui sont les plus en interaction avec le grand public sont aussi ceux qui publient le plus. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment un changement de génération où la communication est quelque chose qui fait vraiment partie à part entière de la formation du chercheur. Le chercheur est obligé de communiquer dans des congrès, bien entendu, dans des revues scientifiques, mais de plus en plus aussi pour convaincre, que ce soit des gens, convaincre des associations de patients pour justifier sa recherche et avoir de l'argent pour mener à bien ses recherches, mais aussi, on va dire, pour des choses qui ne rapportent rien directement, si ce n'est le plaisir de raconter au grand public ce que c'est la science et ce qui fait leur passion. On a parlé de passion ce matin. Je pense que, vu les niveaux de rémunération et le bagage, on va dire, en année d'études que ça vous demande et en investissement de faire une carrière dans la recherche, je pense que l'engagement il est clair, quoi. C'est-à-dire que les gens qui font de la science, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils aiment ça. Donc nous, on est d'une part entre en interne avoir la nécessité, alors dans la nouvelle machine université, il y a tout un pan de chercheurs et de réseaux de chercheurs que je ne connais pas et que je dois apprendre à connaître. C'est-à-dire tout ce qui est dans la santé, dans les sciences politiques et tout un tas de... Et donc nous, on est entre, d'une part, motiver des chercheurs qui passent de plus en plus de temps à chercher de l'argent pour faire la recherche, et de leur dire, voilà, c'est important de venir parler avec le public, ça fait partie de vos missions, c'est pas reconnu pour l'instant, pas trop, mais ça fait partie de vos missions. Et d'autre part, un grand public, alors j'aime pas trop cette expression parce que ça ne veut pas dire grand-chose en fait, mais un public qui est diversifié en fonction des opérations qu'on met en place, et qui, a priori, est curieux de science, et qui a envie d'en savoir plus. Et nous, on est là entre les deux pour inventer des dispositifs dans lesquels on peut discuter, on peut créer de la conversation. C'est-à-dire que, alors la conversation virtuelle, c'est quelque chose d'intéressant, mais pour moi, quand je parle de conversation, c'est vraiment des gens autour d'une table ou dans un café ou dans une exposition qui vont discuter science ensemble. Et donc le genre d'opération qu'on met en place, ça peut être des bars des sciences. Donc on se retrouve dans un lieu informel pour discuter de science. Donc je n'ai pas pris vous pouvez trouver les programmes assez facilement. Et où on essaie d'avoir une pluralité des intervenants pour discuter d'un sujet, et en sachant que dans un bar des sciences, donc il y a l'engagement des gens qui viennent au bar des sciences, mais le principe c'est que c'est pas de l'anti-conférence, mais c'est surtout pas une conférence. C'est-à-dire que le public a une nécessité d'être actif. C'est-à-dire que ça suffit pas de venir un jeudi soir ou
dans un café à 20h30 pour discuter science, mais il faut aussi qu'on ait des questions à poser, des opinions, et envie de partager et de discuter. C'est-à-dire qu'un bar des sciences sans question du public et sans réaction du public, ça ne fonctionne pas. On prend le risque d'avoir 5 minutes d'introduction sur le sujet, on présente les intervenants, et après, nous on fait juste de l'animation. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que, on va dire, que la mayonnaise prenne. On met les bons ingrédients, et puis après, on espère que la mayonnaise va prendre. Et donc c'est notre métier de faire en sorte qu'il y ait les bons ingrédients. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une autre chose aussi dont on a parlé, c'est on va dire la notion de co-construction. C'est-à-dire que donc nous on travaille sur des expositions, sur des projets numériques, on a travaillé sur un web documentaire pour démystifier un peu le monde des atomes, qui s'appelle Atom Hotel, dont je vous parlerai un peu si vous voulez. Mais il y a voilà, donc les bars des sciences, c'est des choses qui sont importantes pour nous. La conception d'expo, et là on est en train de travailler sur une exposition sur les ours, et ours et littérature, et on est en train de se dire que notre expo, non seulement dans son processus de réalisation, on va essayer au maximum d'impliquer le public, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la médiathèque Zola pour faire en sorte que on demande aussi quels sont les avis du public, et on se dit que une exposition faite pour le public, si elle est co-créée avec le public, il y a des chances qu'elle soit pertinente aussi. Et qu'une fois que l'exposition existe, on continue à agréger du contenu et de la connaissance pour... voilà. Ensuite, moi je crois beaucoup au fait que... alors c'est un peu ma vision des choses, alors je pense que il y a beaucoup de gens dans la salle qui risquent de ne pas être d'accord, mais pour moi, le numérique est un prétexte pour créer des rencontres dans la réalité. C'est-à-dire que dans les projets de médiation que nous développons, le numérique n'est jamais une fin en soi. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'au final, il y ait des gens qui se retrouvent dans une exposition, dans un bar des sciences, pour discuter, encore une fois, pour avoir des conversations. Et par rapport à, on a parlé, voilà, l'engagement, on a un projet qui a aussi fonctionné de façon, vraiment très très efficace, où le but du jeu, c'était pendant l'année internationale de la biodiversité, on s'est dit, on veut trouver un projet qui... j'ai bientôt fini, on veut créer un projet pour démystifier un peu, non pas les résultats de l'étude de la biodiversité, c'est-à-dire, en gros, les ours polaires sont mal barrés, mais on voulait parler des méthodes. Ça veut dire comment on étudie la biodiversité, et parler de ça avec des élèves à partir du primaire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros créer un projet scientifique, enfin un projet de médiation scientifique qui permette de parler avec le grand public de phylogénie, de taxonomie, de cladistique et de classification. Génial. Je vois qu'il y a des gens qui disent génial. Et en fait, c'est possible. Et c'est même possible au-delà de nos espérances, parce que c'est un projet qui existe encore. Et ce qu'on s'est dit, c'est que souvent quand on vous parle de la biodiversité, on vous parle, c'est pareil, c'est un sujet qui est super à la mode, qui est traité un peu partout, on vous dit, voilà, il y a des chercheurs, ils sont allés dans une île perdue, je sais pas où, parce que les îles, c'est des écosystèmes qui sont intéressants pour avoir des espèces endémiques, et donc c'est un endroit où vous irez jamais, et ils vont vous dire, on a trouvé une nouvelle espèce de je sais pas quoi, et c'est possible un mammifère, parce que les insectes et les trucs un peu mous et gluants, c'est pas super intéressant. Je ne sais plus qui c'est qui disait, c'est quelqu'un du muséum qui disait 300 000 crustacés ne vaudront jamais la peau d'un tigre. Et dans l'imaginaire, c'est vrai. Et donc nous on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que, alors c'est pas une idée qui est venue comme ça, mais on va faire en sorte qu'on va reprendre les aventures naturalistes du 18e, de fin du 18e au 19e siècle, et parce qu'on aime bien l'histoire des sciences aussi au passage, et on va faire comme les naturalistes de l'époque, on va faire des collections de spécimens, et on s'est dit, on va demander aux enfants et aux enseignants d'aller explorer un écosystème imaginaire qui est l'écosystème des peluches. Et donc, on a monté un projet dans lequel les enfants viennent dans l'expo avec leurs spécimens de peluches, et on part de, on va dire, un tas de peluches.
Et petit à petit, en les faisant observer, en les faisant mesurer, en les faisant comparer, en les faisant discuter, on arrive à avoir une collection scientifique, tout en préservant le regard imaginaire sur la peluche. Et en fait, c'est un projet qui continue, comme je vous ai dit, continue encore aujourd'hui. Donc là, forcément, la peluche, alors forcément, une peluche dans une fac des sciences, c'est pas forcément évident à faire passer comme projet. Et justement, je pense que c'était d'autant plus décalé que j'ai eu l'obligation d'avoir une rigueur à toute épreuve, parce qu'il y a eu énormément de bâtons dans les roues par rapport à ce projet, parce que associer l'Université des sciences avec la peluche, c'était pas évident à faire passer comme message. Et au final, on a créé un site internet sur lequel tous les enfants, les enseignants, les gens qui travaillent n'importe où peuvent géolocaliser leurs spécimens rares de peluches. Et on est à 1600 peluches inventoriées aujourd'hui. Encore une fois, le résultat n'est pas important. Ce qui est important, c'est la démarche. Et on a des projets régulièrement. Les gens nous disent « Ah, on aimerait bien ». Et voilà. Et on travaille avec des gens, que ce soit des petits festivals, des associations. C'est un projet qui fonctionne bien. Et forcément, l'objet peluche est hyper engageant dans la mesure où on a tous une histoire avec des peluches. Et on a tous eu une histoire émotionnelle avec des peluches. Et à partir de là, qu'on soit adulte ou enfant, on peut dérouler énormément de choses derrière, en fait. Et même parler de phylogénie, si on a envie. Voilà. J'ai essayé de vous décrire un peu quel était mon métier et quelles étaient nos pratiques. Et voilà, donc juste pour, si j'ai encore droit à 1 minute, promis. Donc le projet Atome Hotel, il est parti aussi du fait que, donc ça c'était pendant l'année internationale de la chimie, et on a essayé de trouver un projet qui permette de fédérer aussi en interne parce que mon rôle c'est aussi de faire en sorte que, alors il y a des grandes années internationales, donc cette année c'est pas forcément évident parce que c'est les légumineuses et les camélidés, donc c'est pas forcément évident pour monter un projet scientifique sur ces thèmes-là. Mais l'année dernière, par exemple, c'était la lumière. Donc la lumière, vous allez voir les physiciens, pendant 1 an, ils vont travailler à fond sur la ligne de la lumière, un peu comme madame avec le MOOC, là, de tout à l'heure. Et après, c'est un peu difficile de les remobiliser sur les mêmes types de projets. Donc, le projet sur les atomes, c'était de se dire l'entrée du fameux tableau périodique des éléments que tout le monde a vu une fois dans sa vie, qui est une icône de la chimie, mais une icône qui souvent fait faire la grimace. On s'est dit, on va essayer de la dépoussiérer et puis de la rendre un peu plus sympa, quoi. Et donc, on a motivé à la fois les chercheurs à s'engager à venir adopter un atome. Donc l'idée c'est, moi j'aime bien l'atome de calcium parce que dans mon travail je l'utilise pour comprendre comment fonctionne un muscle. Et nous on disait, dans ce cas-là, on vient avec une équipe de réalisation et on tourne un court-métrage documentaire dans votre labo sur vos relations avec le calcium et ce que vous faites avec le calcium dans votre... Donc tout ça pour expliquer au grand public comment ça se passait. Et ce qui est intéressant pour moi en tant que médiateur scientifique d'une université, c'est que j'arrive à mettre en place un projet relativement ambitieux, mais surtout dans lequel je suis agrégeant au niveau des communautés. C'est-à-dire que à la fois les médecins s'y retrouvent, les physiciens s'y retrouvent, les historiens des sciences s'y retrouvent, et on peut raconter énormément de choses à partir de cet angle d'attaque qui est celui des atomes. Donc voilà, donc en fait notre métier, ça consiste à inventer des dispositifs qui permettent d'une part de faire en sorte que les chercheurs soient prêts à prendre le temps de sortir de leur laboratoire dans lequel ils ont plein de choses à faire pour venir travailler avec nous, et d'autre part de les mettre en confrontation avec un public qui aussi est sorti de chez lui pour venir rencontrer les chercheurs, et d'organiser un peu le fait que ces événements soient dynamiques et intéressants et produisent le plus possible de conversations. Voilà. Merci. Anne-Marie, tu veux peut-être expliciter un peu plus ce que tu veux dire rapidement tout à l'heure? Oui, en fait, donc si je me présente brièvement, j'accompagne des groupes avec le co-développement, donc qui est du coaching d'équipe. En fait, j'accompagne des groupes et je les aide donc à gérer leur stress émotionnel, le management, la circulation de l'information.
etc. Donc, il s'avère que les personnes, souvent dans les groupes, ont de la difficulté à s'exprimer ou à dialoguer de manière, en tout cas, authentique. Et le fait de poser une charte, effectivement, une charte qui les sécurise et donc qui leur permet de connaître le fondement de la communication, en fait, ce que je peux dire ou pas dire, ce que je dois dire. Et en fait, ça donne comme un cadrage qui est sécurisant. Voilà pour la charte. Et c'est vrai qu'un coaching, c'est la compétence, en tout cas, la chose numéro 1 à faire, c'est de savoir poser un cadrage, que ce soit en groupe ou en individuel. Ensuite, j'ai entendu plein de choses et j'ai envie de rebondir, mais je ne veux pas mobiliser la parole. Simplement que l'engagement de l'autre, ça demande de savoir trouver l'utilité et le sens pour pouvoir créer donc une co-création, une collaboration, une coopération. Et on est dans le monde du co. Mais créer la motivation chez l'autre, c'est lui permettre de trouver lui-même sa propre utilité, à savoir de répondre à la question « qu'est-ce que je fais là ?» Et si je sais répondre à cette question, et bien dans ce cas-là, je suis engagée. Voilà, donc je refais passer le micro. Bien. Alors je vais déjà essayer de prendre l'engagement de ne pas faire trop long, parce que l'heure tourne. Quand j'ai entendu tout à l'heure que Cathy Delavergne était l'animatrice de cette table ronde, je me suis douté immédiatement que les questions posées allaient être haute volée, et que cela allait nous obliger à nous questionner de manière assez profonde sur notre pratique professionnelle, qui est finalement pas quelque chose qu'on fait de manière assez naturelle. Alors, comme elle nous a posé 3 questions, j'ai décidé de ne pas y répondre d'emblée, mais plutôt de m'intéresser au titre de la table ronde à laquelle nous sommes conviés, parce que ce titre, facette des problématiques des communicants engagés, je m'interrogeais quand mes collègues parlaient juste avant, c'est pas le communicant engagé que vous voulez questionner à travers la journée, c'est plutôt le communicant engageant. Parce que ce matin, les étudiants nous ont exposé le résultat d'une enquête auprès de 50 collègues. Et ce que j'en ai retenu, entre autres, c'est que finalement l'engagement est lié à la passion. Or, vous l'avez vu jusqu'à présent, j'espère qu'on va aussi démontrer la même chose sur l'autre côté de la table, passionné on l'est dans notre métier. Après, la question, c'est vraiment comment on engage les publics auxquels on a affaire. Alors, dans la communication publique d'une collectivité territoriale, puisque c'est une des facettes de mon métier, il y a 3 niveaux j'allais dire, d'engagement attendu ou espéré. Le premier, c'est à travers des actes concrets, je veux dire du quotidien et de communication précise, explicite, comme vous voulez. Finalement, j'ai fait travailler cette année les étudiants sur une campagne de communication sur les transports publics. Donc on réfléchissait à pas mal de choses, et notamment il y avait cette idée d'une campagne que nous mettons réellement en place au niveau du département de l'Aude, d'un passage du paiement en ligne de la carte de transport. Donc là, on a un acte très concret, il y a des modalités antérieures qui n'étaient pas celles-là, et puis il y a des modalités nouvelles qui deviennent celles-là, et donc il y a nécessité à un moment d'avoir l'engagement de notre public d'aller vers cet acte-là. On a ensuite un deuxième niveau qui est finalement un changement d'attitude, un changement de comportement, pour faire un lien avec la conférence précédente, dans le domaine de l'éco-responsabilité, dans le domaine du développement durable, domaine sur lequel les collectivités territoriales aussi sont partie prenante et communiquent. On mène aussi des politiques de communication, des stratégies de communication qui visent à faire évoluer les comportements et qui donc nécessitent de la part des publics un engagement. Et ensuite, il y a le dernier point qui est plus philosophique, peut-être plus idéologique, et qui rejoint l'une des questions posées par Cathy au début, qui est l'engagement dans la cité.
Voilà. Et comment on fait en sorte que le public auquel on s'adresse, qui est effectivement, quand on est une collectivité, le plus grand public possible, alors pas toujours le plus grand public possible, mais de manière générale le plus grand public, comment ce public s'engage. Et le point commun de l'ensemble de ces 3 niveaux, alors, on pourra en trouver d'autres, je fais un résumé, le point commun finalement c'est le partage de valeurs, l'implication dans une communauté, et donc pour le professionnel de la communication, c'est se décrocher totalement d'une logique émettrice de l'instance qui communique. Alors ça paraît assez évident, je suppose, pour un certain nombre d'entre vous, mais quand vous êtes dans la pratique professionnelle d'une collectivité qui doit s'adresser à 360 000 personnes, se décrocher d'une simple logique d'émetteur et d'une simple logique de transmission, c'est pas aussi évident que ça. D'abord parce que c'est pas évident de mettre en œuvre, parce que ça nécessite en fait, alors, non pas d'arriver à recueillir par interaction l'avis des 360 000 au doigt, en l'occurrence, parce que ça n'existe pas. C'est dans le monde idéal peut-être, mais dans la pratique quotidienne du métier, ça n'existe pas. Mais ça nécessite donc de communiquer à différents niveaux et de communiquer à des niveaux, on va dire, de valeur, de partage, de vision du monde finalement identique, avant de communiquer de manière beaucoup plus concrète sur les actions dans lesquelles on veut que les gens s'engagent. On n'est pas tout le temps dans la communication engageante, parce que je me posais la question aussi ce matin, je me disais, mais finalement, est-ce qu'on ne serait pas tous les monsieur Jourdain de la communication engageante, puisqu'au final, à la fin de la définition, j'avais l'impression que toute communication visait à engager quelque chose. Toute communication, elle vise forcément à faire évoluer les comportements, mais en tout cas à impacter sur le comportement. La communication engageante, elle se traduit à la fin par un acte, et j'allais dire aussi, elle doit se traduire pour nous par une forme d'éthique. Parce que de l'engagement à la soumission, il y a un pas, c'est la conférence précédente qui me faisait aussi à un moment passé, il y a un pas dans lequel il ne faut pas que l'on tombe, et dans lequel on peut facilement tomber. Donc, je crois que dans le cœur de nos métiers, finalement, c'est vraiment cette idée à un moment que lorsque on veut communiquer envers un public, que ce soit en interne, comme ça a été évoqué, que ce soit en externe, qu'on soit une petite organisation, qu'on soit une très grande organisation, il y a une nécessité de, bien évidemment, bien connaître son public, mais parce qu'il y a une nécessité d'un partage d'un certain nombre de valeurs, de vision du monde. Alors, ça se traduit comment dans la pratique professionnelle de tous les jours? D'abord, ça se traduit notamment au niveau, j'allais dire, du langage, des codes et des symboles utilisés par une grande attention portée au fait que lorsque vous travaillez dans une organisation, même quand vous êtes le communicant, vous devenez assez rapidement acculturé à notamment une forme de vocabulaire, une forme de langage, une forme d'automatisme qui est assez difficile, dont il est assez difficile de se départir. Et le premier enjeu, j'allais dire la première facette du métier du communicant, engagé ou pas, ça, je ne sais pas, c'est finalement d'être un traducteur. Vous passez votre temps à être un traducteur de ce que font, et c'est d'ailleurs, ça a été très bien expliqué par un collègue qui est médiateur scientifique, parce que je veux dire, c'est presque même le cœur du métier, mais vous êtes tout le temps un traducteur. Et si vous ne faites pas ce travail-là, si vous ne faites pas ce travail de traduction, de partage, vous n'arrivez pas, finalement, à créer les conditions d'un engagement, qui soit un engagement à court terme, je veux dire sur un acte concret et précis, ou qui soit un engagement à plus long terme, voire qui soit cet engagement, pour quand même pas complètement fuir les questions de Cathy, cet engagement à un moment à partager aussi un espace public commun, citoyen, de réflexion et de partage. Alors après, comme ça me permettra de boucler par non plus le titre de l'atelier, mais le titre de la journée. Après, ce que je disais, c'est voilà, la question c'est de l'intention, sur le sous-titre, c'était de l'intention à l'action. Effectivement, on peut en avoir largement l'intention, c'est-à-dire considérer qu'on va faire ça. De
De là à le mettre tous les jours en pratique dans l'action quotidienne du communicant, il y a un pas, qui se mesure. Il y a un pas qui doit en tout cas être pris en compte. Je fais des interventions sur l'évaluation des actions de communication, justement, cette année. Et donc, cette évaluation, alors, elle ne porte pas sur l'évaluation entre l'action et l'intention, parce que je souscris pleinement à la présentation du concept d'intention, en fait, ça ne s'étonnera pas si vous connaissez qui a été faite par Valérie Mégani ce matin, mais elle nécessite, pour le coup, ce retour, cette rétroaction, ça nécessite aussi un travail, je vais dire, là aussi, quotidien. Donc finalement, l'élément essentiel, je ne suis pas trop rentré dans le détail des actions, on peut y rentrer après s'il reste encore du temps, mais l'élément essentiel, je crois, et l'aspect vraiment à avoir en tête lorsqu'on fait profession de communicant public, en tout cas, c'est d'être à la fois toujours dans cette nécessité de concrétisation des actions de communication, tout en étant aussi à un autre niveau dans la construction d'une vision partagée, à la fois de la situation, du monde, de ce vers quoi on veut aller, et donc dans la nécessité à un moment de dépasser cette simple facilité que l'on a et qu'on retrouve d'émission de messages, après finalement se perdre dans la nature. J'ai sûrement été plus long que ce que j'avais prévu, je n'ai pas tenu mon premier engagement. Bon, alors moi du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de communication, mais je vais aussi vous parler de ce que j'ai toujours considéré comme le jumeau maléfique de la communication quand je faisais mes études, le marketing. Parce que quand on crée un studio de jeux vidéo ou n'importe quelle entreprise, on a un retour sur investissement financier qui est absolument nécessaire si on veut survivre. Donc j'ai dû me mettre au marketing, en promettant de faire un marketing éthique, comme respecter les valeurs que j'ai toujours voulu respecter. Voilà. Donc en fait, nous, dans le jeu vidéo, mesurer l'engagement, ce n'est pas un problème. On peut mesurer le nombre de téléchargements d'un jeu, combien de gens ont été convertis, donc c'est-à-dire ont payé dans le jeu. On peut mesurer aussi à l'intérieur des jeux, avoir une mesure du taux d'engagement beaucoup plus fine en plaçant des mouchards dans nos jeux, donc savoir à quel écran les joueurs ont quitté le jeu. Est-ce qu'ils ont préféré, par exemple, j'ai mal commencé la phrase. Faire de l'A/B testing. Donc, pour vous expliquer rapidement, l'A/B testing, c'est on prend deux écrans relativement similaires pour donner le même message. On change la couleur d'un bouton, on change un message, et donc on teste sur la masse. Donc c'est très empirique comme méthode. Ça ne répond pas forcément à des logiques qu'on aurait imaginées au départ, mais on arrive à améliorer notre taux de conversion, donc d'engagement fort, en faisant ce genre de choses. Ensuite, l'engagement, on peut le mesurer bien entendu sur les réseaux sociaux, puisque ça constitue 90% de nos outils de communication. Donc Facebook, Twitter, on a des réseaux sociaux un peu plus spécialisés comme Reddit, qui est très utilisé en Amérique, peu en France. On a aussi une des clés de l'engagement du joueur, c'est la communication envers les influenceurs. Donc, par exemple, des youtubeurs très influents, des twitchers très influents. Alors, pour vous expliquer, Twitch, c'est une plateforme de vidéos sur laquelle les joueurs, ou les journalistes ou les blogueurs influents se filment en train de jouer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui les regardent jouer. Et donc, ça, c'est une plateforme qui est devenue indispensable dans le monde du jeu vidéo. Quand on sort un jeu, si on veut engager des joueurs, en plus, Twitch a la particularité d'avoir un taux de conversion beaucoup plus fort que YouTube. Donc, quelqu'un qui regardera un jeu sur Twitch aura plus de chances d'acheter le jeu que quelqu'un qui regardera le jeu sur YouTube. Donc, voilà, nous, c'est des... Enfin, pardon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour nous, les canaux de communication évoluent très, très, très vite. Donc, si vraiment, je vous invite, si vous êtes intéressé par l'évolution de la communication numérique,
à vous intéresser aux méthodes de communication, aux stratégies marketing des studios jeux vidéo, parce qu'en fait, le monde du jeu vidéo, c'est la jungle. C'est-à-dire que chaque année, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeux sortent, et moi, qui suis inconnue du public, il faut que je réussisse à faire sortir mon jeu de la masse. Donc pour ça, il faut que je trouve des moyens d'engager le joueur. Sur Internet, tout se passe très vite, donc il faut tester un nombre incalculable de réseaux sociaux, imaginer des campagnes marketing quand on n'a pas d'argent, partir dans du guérilla marketing ou des choses qui vont faire parler de nous, qui vont faire le buzz. Donc voilà, ça c'est vraiment notre essence et la clé de notre survie, de toujours se réinventer pour réussir à engager le public, à capter le public, parce que c'est vrai que nous on fournit des produits qui ne sont pas indispensables au public. On a la grande joie de fournir des produits qui procurent du plaisir aux gens, mais seulement ils n'en ont pas besoin. Donc il va falloir qu'on aille les chercher. Donc ça c'est une des problématiques qui est vitale dans un studio jeu vidéo, et je pense dans n'importe quelle start-up numérique, ou entreprise du numérique. Ensuite, on a une... Donc ça, On a aussi... donc ça, c'est plutôt de l'engagement court terme, faire acheter son jeu. Objectif marketing, faire que les gens achètent votre jeu ou le téléchargent. Donc ça, c'est objectif court terme, on sort notre jeu, il faut trouver un moyen de les engager rapidement. On a aussi un objectif long terme qui est plutôt un objectif de communication. On a fait un gros travail lors de la création du studio pour créer une marque qui nous ressemble, qui transpire nos valeurs, que les gens retiennent, et que quand on rencontre des gens et qu'ils voient le nom de notre studio, ils sont « Ah, il est super cool notre studio », et puis peu importe la nationalité de la personne, les cheeseburgers c'est complètement universel, donc tout le monde finalement retient le nom de notre studio, juste en ayant travaillé sur ce côté communication, marque, installation de la marque sur Internet, sur les salons, on porte des petits tabliers de cuisiniers, on joue beaucoup sur ce côté, sur l'image de la marque. Je voulais dire autre chose. Oui. Une chose importante aussi, qui je pense est commune à toute entreprise qui se trouve sur les réseaux sociaux, c'est l'engagement personnel du communicant ou du dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que de plus en plus, pour intéresser le public, il faut se montrer, donc il faut se dévoiler, c'est-à-dire qu'il faut que je me présente en tant que Caroline Imbert, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux, que je parle de ma vie ou que je m'invente un personnage que je cloisonne, une partie de ma vie que je veux dévoiler sur les réseaux sociaux, parce que les gens, pour s'attacher à une marque, s'attacher à un jeu, ils ont besoin de savoir qui est derrière. Donc ça, c'est vraiment très important, la problématique de est-ce que je me montre sur les réseaux sociaux, est-ce que je partage ma vie, qu'est-ce que je partage, pour rentrer en contact avec mon public et que les gens s'identifient à moi. J'ai deux exemples de collègues qui ont des pratiques qui me questionnent. Donc un premier qui fait du live dev sur Twitch, donc c'est-à-dire qu'il se filme en train de travailler, de faire du développement. Donc la première fois qu'il m'a dit ça, je lui ai dit mais t'as du public, quel est l'intérêt pour les gens d'aller voir quelqu'un en train de coder ou de dessiner, si je peux voir l'attrait, puisqu'on peut voir un peu le côté technique, les différentes techniques utilisées. Mais c'est vrai que coder ou faire du game design, pas particulièrement. Donc c'est une pratique qui, pour l'instant, est peu répandue dans notre milieu, qui tend à se développer. Je pense que c'est un segment qui est assez intéressant, puisque grâce à ça, on obtient un public qui est peu nombreux, au niveau quantitatif, qui est très petit, mais au niveau qualitatif, qui est énorme, puisque lui, il développe un jeu sur le long terme, un jeu qui sera massivement multijoueur, qui a un public de niche, et c'est-à-dire que les gens qui viennent le voir le vendredi de 10h à midi développer, ils discutent avec eux, et ils sont extrêmement engagés, donc 99% d'entre eux achètent le jeu.
Un autre exemple, alors là, ouais, celui-là, il me questionne vraiment. Donc c'est un auteur qui joue beaucoup de son image et qui est présent sur Snapchat parce qu'il est persuadé que Snapchat, c'est le nouveau Twitter et que ça va fonctionner. Donc ce gars, tous les jours, en fait, il raconte sa vie sur Snapchat. Il fait sa course, il fait sa course à pied le matin, il se filme en train de faire sa course à pied, il se pose une question, il se filme en train de poser ses questions, il va en déplacement. Il y a au moins 20 minutes de vidéo par jour, donc coupé. Et cette personne maîtrise parfaitement sa communication, c'est-à-dire que dans ce qu'il dit, il y a 60% de vérité, mais après c'est vrai qu'il se construit complètement un personnage, et c'est ce qui fait qu'il va engager son public, que les gens vont l'appeler pour témoigner sur tel sujet, ils vont l'appeler pour son expertise, voilà, des opportunités d'emploi, il en profite pour faire aussi la promotion de ses jeux. Donc voilà, donc l'engagement personnel du communicant ou du dirigeant de l'entreprise, je pense, est un sujet vraiment très important aujourd'hui. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, alors juste pour conclure, j'avais noté que même la pratique de création d'un jeu vidéo est quelque part un acte engageant, parce qu'on ne fait jamais un jeu pour soi-même. Si on veut vivre de sa passion de faire du jeu vidéo, on ne fait pas des jeux pour soi, on fait des jeux pour son public. Donc, même la pratique de la création du jeu en elle-même est un acte engageant. Puisqu'on veut engager ce public, donc on va imaginer toutes les mécaniques qui vont faire que cette personne va accrocher. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup. Je crois qu'on a bientôt... juste quelques mots de synthèse, et peut-être on rebondira avec les échanges. Tous, vous avez effectivement mentionné ces trois niveaux et cette tension qu'il y a entre ces trois niveaux. Certains ont voulu faire l'impasse, mais finalement, ils ont bien mis en avant les tensions qu'il y avait entre, justement, essayer de prêter attention à ces trois niveaux. Il y a eu les éléments famille, de métier, maison, peluche, y compris sur l'affectif et les éléments de cadrage, de management, d'engagement personnel du dirigeant, de cadre, de valorisation, de modalité. Il y a eu les éléments aussi de valeur, organisation de valeurs, vision du monde, voilà. Et donc effectivement il y a cette régulation. Alors dans cette régulation entre ces trois niveaux, j'ai retenu le terme intermonde ou transdisciplinarité, interdisciplinarité, traducteur, le rôle bien sûr de traducteur, de pouvoir passer sans arrêt d'un monde à un autre. Et moi, il me semble aussi, ce qui est vraiment ressorti, les éléments engagement personnel, évidemment, du communicant, du dirigeant, etc., qui va jusqu'à la surexposition de soi que vous venez de mentionner. Alors, je balance juste comme ça une problématique en l'air. Du coup, on a des engagements qui se régulent et on est vraiment, je pense, dans des problématiques de réguler nos différents engagements les uns avec les autres. On le sait, on a des engagements dominants. Là, c'est une occasion sociale, on est tous ensemble, mais beaucoup d'entre vous ont bien noté sur leur smartphone en même temps pour envoyer des SMS urgents ou consulter leur compte Twitter, etc. Voilà. Donc, on a aussi d'autres engagements qui sont subordonnés, et on est toujours en train de naviguer entre différents engagements. Donc, c'est la question que je pose. Ça dérive vers aussi l'exposition de soi, notamment des surengagements. Et là, je la pose aux communicants et à toutes les personnes qui sont dans la salle. Est-ce qu'il vous est arrivé à devoir justement gérer des phénomènes de surengagement, de surinvestissement, on a le fameux triptyque missionnaire, démissionnaire, missionnaire, mercenaire, démissionnaire. Voilà, on est bien dans cette tension-là. Voilà. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'épuisement des
des phénomènes vraiment de surengagement dans lesquels le communicant et le manager doivent au contraire essayer de gérer ces différentes régulations d'engagement. Mais malheureusement, voilà, j'ai posé comme ça la question et vous ne pourrez pas répondre. On va répondre à un repas autour d'un verre. Ce que je vous propose, c'est de vous pouvez leur poser des questions, je pense, pendant l'heure du déjeuner. Je pense qu'ils seront ravis d'échanger avec vous de manger. Non, plus sérieusement, on n'a pas le temps en fait, donc voilà. Mais alors le programme, c'est donc vous allez déjeuner au